Alors voilà, on a démarré. J'invite à nouveau Delphine. Il y avait un souci avec nous. Elle nous a rejoint. A priori, rien n'empêche. Voilà, Christine, Delphine. Et là, Delphine a reçu le message. Delphine, tu nous entends? Super. Bon, bah alors parfait. L'important, c'était voilà. Alors on ne sait pas. Ce seront à chaque fois les mystères du direct. On Oui. ne sait pas pourquoi, mais voilà. Bon, c'est OK. Donc on va pouvoir démarrer avec Delphine. Delphine, tu prendras quelques instants pour te présenter et ensuite nous présenter ton cas clinique, nous dire quelle est la question que tu te poses par rapport à cette situation et vous dire d'ores et déjà, oui, que les supervisions donc ont lieu tous les 15 jours pendant une heure et quart. Vous pouvez proposer des cas cliniques, quelle que soit votre orientation, que vous soyez d'orientation TSE, thérapie brève, des cas sur l'hypnose avec des enfants, avec des adultes. On a déjà fait des cas autour de l'analyse transactionnelle, de la gestalt, de la sophrologie. Voilà. Donc c'est complètement ouvert à travers vos cas. Et puis ce soir, c'est Delphine qui est là, qui est thérapeute et qui exerce, qui va se présenter. Et l'idée de ces temps de supervision, c'est pour réfléchir sur des questions de diagnostic, réfléchir ensemble par rapport à la stratégie. Voilà. Donc, à toi, Delphine. Eh ben, bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir dans cette supervision parce que ça fait un petit temps et j'avais hâte qu'elle arrive parce que j'ai pas mal de questions. Donc, je vais me présenter rapidement. Moi, je suis psychologue en libéral. Alors, avec au départ un double cursus de psychologue du travail et en ressources humaines aussi. J'ai fait un DESS en RH. Donc, j'ai travaillé une vingtaine d'années dans le domaine de la psychologie du travail, du conseil en RH. Et puis, ça va faire pas tout à fait 10 ans maintenant que je suis en libéral à mon compte et je me suis formée. J'ai commencé par la PNL, l'analyse transactionnelle, l'hypnose. Et puis, je t'ai rencontré, ouais, le temps passe, plus de 10 ans, peut-être 15 ans pour l'entretien solutionniste expérientiel que j'avais pas pu mettre en pratique à l'époque. Et puis, je suis le cursus en thérapie brève. L'idée, c'est vraiment d'aller sur ce terrain de la thérapie brève orientée solution. Voilà. Là, j'avais envie de vous parler aujourd'hui d'un jeune homme que je reçois depuis plusieurs mois. Je le vois une fois par mois à peu près. Un OK. jeune homme qui a Avant 25 de ans. nous parler du cas, tu vas nous dire quelle est ta question. Tu consultes dans le 84? Je consulte dans le 84, oui, oui, tout à fait. Je suis dans le Vaucluse. Super. Euh, J'accompagne des adultes, des adolescents, un petit peu moins les enfants, mais ça m'arrive, on va dire, quand ils ont un peu plus autour de 10 ans. Pas, je fais pas les tout petits. Voilà, c'est plus une question de temps parce que ça se limite souvent sur les mercredis. Euh, Ok, voilà. super. Et donc là, petit à petit, nos collègues nous ont rejoints. Donc, il y a Geneviève, Nadège qui est là, Nadège qui continue de m'aider pour mettre en place ces temps de supervision. Je vois qu'il y a Virginie, Mireille Lambert qui est là, Karine qui nous rejoint et qui écoute la supervision de son boulot. On a d'autres collègues, mais vous avez des noms de code avec Hypnose by Night, Nat. Donc ça doit être Nathalie, Natacha peut-être. On a Olivier qui est là, on a Christine. Voilà,
vous êtes plusieurs à arriver petit à petit. Eh ben, c'est parti. Dis-nous quelle est la question que tu te poses par rapport à cette supervision. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu parler de ce cas? Qu'est-ce qui te pose question? Et Alors, puis après, on démarre. Alors, ce qui me pose question, c'est plutôt ce qui m'a posé problème. En fait, je me suis retrouvée dans une séance en grande difficulté et ça m'a un petit peu presque choquée. Et du coup, j'ai repensé tout ce que j'avais comme élément, j'ai repris le temps de poser des questions parce que là, je me suis dit, waouh, au niveau du diagnostic, il y a quelque chose qui est pas clair pour moi. Et du coup, bien évidemment, ça va impacter aussi la stratégie. Donc là, c'est comme si j'avais été un peu freinée dans mon élan. Et pour expliquer un petit peu le déroulement, en fait, on a eu une première séance où ce jeune homme s'est présenté. Et puis, deuxième, troisième séance, on a travaillé plus sur mon ancienne casquette. Il était dans des questions de réorientation professionnelle. Donc, voilà, on a plus travaillé sur des idées de projet, des valeurs, ce qu'il avait envie d'explorer comme projet. Et puis un jour, il y a eu une séance où là, ça a été difficile pour lui, je pense, de dire ce qu'il avait à dire et puis moi d'accueillir ça. Et après, voilà, j'ai repris le temps de me dire, bon là, il y a des questions de diagnostic à creuser. OK. Voilà. Ben, donc, on va travailler sur ça. Ben, présente-nous le cas avec les éléments qui arrivent comme tu les as structurés, avec l'idée qu'on ait une écoute, nous, autour du diagnostic, pour ensuite, en effet, à partir du diagnostic, envisager quelle stratégie pourrait être mise en place et comment on pourrait t'aider par rapport à ce cas. Et vous n'hésitez pas les uns et les autres là, qui écoutez ce travail, de pouvoir dans la boîte de dialogue qui est juste en dessous, commentaires, rajouter vos commentaires par écrit, puis je les transmets à Delphine. Si vous avez des questions, je les transmets au fur et à mesure à Delphine. Et puis, on s'appuie sur aussi les hypothèses qui vous viennent et vos remarques. Allez, c'est parti, Delphine. Alors, je vais vous présenter le cas. J'ai fait un résumé des éléments que j'ai récupérés au fil des séances. Hein. C'est pas de façon chronologique par rapport à ce que je récupérais d'une séance à l'autre. Ça fait un petit peu comme un tiroir. À un moment, on ouvre et il sort un truc et puis on pense que voilà, on a déjà ouvert un tiroir, mais il y en a un autre qui s'ouvre et il y a aussi beaucoup à dire. Donc, je vous présente ce jeune homme qui a 25 ans quand je le reçois. Lui, il vient au départ pour comprendre, pour résoudre des problèmes, pour se vider la tête. Et puis, ça, c'était la première séance. Et en fin de première séance, il me dit, vraiment, on allait presque se quitter, qu'il veut vraiment travailler sur sa colère qu'il a vis-à-vis des femmes. Et, et donc, effectivement, ça, c'est un sujet qui va revenir à plusieurs reprises. Donc, si je fais une anamnèse de son histoire, il est né en Île-de-France. Il a une grande sœur qui a 7 ans de plus, un grand frère qui a 3 ans de plus. Il n'a pas du tout de souvenir de son enfance. Ses parents se séparent quand il a 5-6 ans. Il a des vagues souvenirs que c'était assez virulent entre eux. Il se souvient qu'il y avait des objets qui volaient dans la maison. Et en fait, sa mère, trompant son père, a décidé de partir, mais partir complètement dans le sud de la France. Et donc, elle lui demande à ce moment-là s'il veut venir avec elle. Et lui, qui se décrit comme assez fusionnel avec sa mère à l'époque, va dire non pour rester avec son frère et sa sœur. Donc, sa mère part et il voit sa mère occasionnellement pendant les vacances. En général, ça se passe plutôt bien quand il y va seul. Et s'il y va avec son frère, ça se passe vraiment moins bien. Il décrit un frère qui a commencé à changer
quand peut-être il y a eu ce moment de séparation, et il est devenu assez violent avec lui. Très jaloux et violent, mais il y a de la violence physique, hein. Il lui donne des coups dans l'abdomen, voilà, il va me frapper et ce que j'apprends, mais là je le mets dans la chronologie, ce que j'apprends à un moment, c'est que quand il va chez sa mère, il y a un beau-père. Et ils vont être un peu sadiques avec lui, c'est-à-dire que, bon, lui, il nomme pas ça du sadisme, hein, mais c'est-à-dire qu'ils vont le réveiller souvent les nuits, en fait, toutes les nuits où il dort là-bas, son frère et le beau-père le réveillent. Ils lui font regarder des films d'horreur et ils lui font croire aux esprits, donc ils vont taper, ils vont faire des dessins, des signes, ils vont voilà. Donc lui, il a très très peur, il est plutôt terrorisé, mais ça je l'apprends donc par la suite. Voilà, donc il fait une scolarité plutôt normale. Il se décrit avoir des capacités, mais il n'est pas très studieux. Et il va aller jusqu'à un bac pro dans les métiers de la sécurité. Ok. Et il a envie de devenir gendarme parce que le respect, la tenue, le côté militaire, ça l'attire. Et il va réussir son concours, donc il va entrer dans la gendarmerie. À un moment, bon là, je le présente de façon chronologique, mais à un moment, quand il est au lycée, je crois qu'il est majeur, il va être assez violent avec une de ses concubines, il appelle sa concubine. Et quand il est gendarme, il a une autre copine avec qui il a aussi un excès de violence, c'est-à-dire qu'il va lui crever les pneus. Et ça va en arriver aux oreilles de son supérieur qui lui dit soit on monte un dossier disciplinaire, soit tu pars. Et il fait le choix à l'époque de partir. Donc il va culpabiliser un petit peu, il va lui rembourser ses pneus et il va partir vivre chez sa mère dans le sud de la France. Et c'est là où, quelques temps après, il trouve rapidement son travail actuel. Donc il est cariste, hein, il travaille dans la logistique. Et en ce moment, il supporte plus ses directeurs, son management. Il se sent pas respecté, donc il a envie de faire autre chose. C'est pour ça qu'à un moment, on a travaillé sur ses projets professionnels. Depuis 4-5 ans, il est en couple, donc avec sa femme, c'est comme ça qu'il l'appelle. C'est un couple plutôt libre et plutôt libre avec des pratiques de type BDSM, bondage, et ce qu'il pratique souvent et ce qui peut lui faire peur, c'est la strangulation. Et il a une addiction au porno qui va crescendo dans les niveaux de violence. Donc ça, c'est quelque chose qu'il a évoqué sur nos dernières séances. Parce qu'il va sur le darknet et donc ça va être des films où on filme réellement la mort de quelqu'un, les snuff movies, et la nécrophilie, voire la pédophilie. Donc, ça c'est pour les présentations aussi. Si on parle aussi, moi j'ai repéré des éléments de trauma que j'avais pas eu au tout début de nos séances. Il a eu un accident assez important quand il avait 3 ans avec sa mère. Et il a eu un trauma crânien. Donc, je pense qu'il a vraiment tapé en frontal. Sa mère est devenue alcoolique dans les années 2000 à la suite du décès de ses parents, en fait ses grands-parents maternels. Mais elle a complètement arrêté l'alcool depuis, mais il a assisté adolescent à des scènes où sa mère était.
Et il a été en contact avec les images pornographiques en vidéo. Il devait avoir 7-8 ans. Et donc, il a été à la fois choqué et surpris de ce que ça lui faisait à l'intérieur. Et donc, à partir de ce moment-là, il a commencé à développer une forme d'addiction, c'est comme ça qu'il a décrit, au porno, avec là quelque chose qui monte crescendo au niveau de la violence. Ok, il est en contact avec du porno à 7-8 ans? Eh ben, sur son téléphone, je crois. Et, et je lui ai posé la question, c'est autant on le mettait devant des films d'horreur pour lui faire peur, autant là, il est vraiment tombé, je sais pas, en jouant à des jeux sur son téléphone, à des images, sur des images pornographiques. La violence physique avec le beau-père et le frère, c'était à quel âge? Alors, le beau-père, c'était pas physique au sens où il se prenait des coups, mais son frère, il lui tapait dessus quand il était petit et à l'adolescence. Et lui, il savait pas se battre, il savait pas se défendre, donc il subissait. Et donc aujourd'hui, ce qui déclenche la violence chez lui, c'est quand il se sent pas respecté, il vrille, mais il n'a pas de stop en fait. C'est-à-dire qu'il peut ne pas s'arrêter. Je cite un exemple, puisque un de ses projets professionnels sur lequel il travaille aujourd'hui, c'est de devenir maître chien. Donc, il a eu en garde les chiens de l'ex-compagnon de sa femme actuelle. Il avait 2 chiens Oui. gardés. Et donc, c'est à un moment dans une séance, il m'a décrit donc les chiens étaient désobéissants, pissaient partout, et il a eu un excès de violence. Il m'a décrit, mais ça n'a pas duré longtemps, mais j'entendais les chiens hurler. Je me suis dit, mais il a explosé les chiens. C'était d'une violence insoutenable pour moi d'entendre ça. Et je me disais, waouh, il va faire maître chien. Et là, il s'est senti pas respecté. C'est un exemple. Hein. Il vrille, mais il y a de la violence physique. Il tape sur les chiens, il les envoie dans les escaliers. Enfin, c'était insoutenable pour moi. Ça, c'était la séance qui a été difficile parce que dans cette séance, il a évoqué ses addictions au porno violent et cet exemple de situation avec les chiens. Et par exemple, il peut ne pas trouver des papiers, il va envoyer valser son téléphone, voilà, il a des moments où il dégoupille complètement. Et il a du mal à redescendre en fait. Ok. Donc, ce que je repère quand même dans son profil, c'est qu'il y a des éléments où il a du coup, puisqu'il ne supporte pas de ne pas être respecté, des éléments où il a besoin un peu de dominer. Hein. Bon, la gendarmerie, il y a la tenue, il y a l'arme, etc. Maître chien, ben, là, c'est un petit peu pareil. Hein. On va être dans de la pas de la domination du chien, mais après ça peut servir aussi dans des enquêtes, enfin pour aller chercher des gens qui trafiquent la drogue, pour voilà, il peut y avoir des éléments comme ça. Et puis dans ces pratiques sexuelles aussi, il y a une forme de domination. Même si ils sont en couple libre, il a quand même besoin de surveiller, de savoir avec qui elle va, avec qui elle a rendez-vous, etc. Donc, euh, sur ces aspects-là. Si je fais un petit point. Peut-être Alors, dit par rapport, qu'est-ce que tu sais de ces pratiques BDSM?
c'est quoi comme pratique? C'est du bondage, Oui, c'est c'est plutôt plutôt du... ça, et puis et de la strangulation surtout. D'accord, Et donc ça puis va avec et, ça, et- bondage, ah, c'est strangulation. voilà. Et avec lui, le questionnement de ne pas être sûr à un moment de connaître ses limites, c'est-à-dire que le bouton stop, il l'a pas facilement. Et donc lui, il a peur C'est que ça lui qui fait les continue. strangulations, c'est lui C'est qui ça, est le dominateur dans l'histoire ou des fois il est c'est ça. en Non, dominé? c'est lui, c'est lui qui domine. Ok, d'accord. Si je fais un repérage au niveau de l'index de computation, au niveau, bon, on a pas mal de comportements. Alors, plus jeune, il avait de l'automutilation. Moi, j'ai repéré les éléments un peu dérangeants pour lui. Il se ronge énormément les ongles, il s'arrache les poils. Il a une grande barbe, il s'arrache les poils de barbe. Bon, il y a au niveau du comportement, il y a cette addiction là au porno. Et sur le dark, et il a cette violence physique où il dit qu'il devient méchant en fait. Hein. Il a vraiment c'est pas un clivage, mais et encore ce côté amour-haine qui est très fort, cette dualité. Au niveau émotion, ben, il connecte la colère, la haine, ça c'est très très fort, il est très énervé, alors que vraiment en séance, c'est un jeune homme hyper calme, qui fait tranquille. Si je devais lui donner un nom ou me, le, me, me faire un parallèle avec un personnage appelé Hagrid dans Harry Potter, version jeune en fait. Redis-le parce que ça a coupé. Ce serait quoi le personnage? Ce serait Hagrid, Hagrid jeune, le personnage dans Harry Potter, là, un peu bourru, mais pas méchant, un peu. Ok, il est un peu impressionnant, Hagrid, quand même. Ouais, parce que bon, lui, il a une très grande barbe, hein, mais oui, il est impressionnant et à la fois pas méchant. En tout cas, Et dans d'où les tu vas premiers chercher Hagrid si on continue comme ça? Pourquoi tu penses à Hagrid? Parce qu'il s'arrache les poils, il se mange les ongles, il voit du porno, tu vois, il n'y a rien qui fait penser à Hagrid. On voit pas, ou alors je m'en souviens pas, la violence physique de Hagrid qui Eh déborde et ben, qui détruit c'est tout le plus monde. dans peut-être dans l'apparence en fait, dans ce qui dégage, dans le comportement, voilà, un peu tranquille, un peu, voilà, un petit bonhomme, un peu, mais qui peut avoir peut-être pas des pouvoirs cachés, mais auxquels un enfant pourrait s'attacher, faire confiance, et à la fois avec une part sombre où on pourrait avoir un peu peur. Hein. Ok, ok, d'accord. Donc, au niveau Et toi, tu as émotion, peur en séance? eh ben, jamais avant qu'il m'ait fait peur avec la violence qu'il a verbalisée, qu'il a pu avoir avec les chiens, par exemple. Ok. Toi, tu as eu peur au moment où il y a au moment où il y a les chiens. Et Et au il y a moment où Charles il y a Charles qui évoquait le besoin de dominer, donc besoin de, lorsqu'il y a apparition, lorsqu'il y a un vécu de non-respect, et il disait porno plus violence physique plus film d'horreur égale snuff movies. c'est Voilà. ça qu'il regarde. Ouais. Ok? Ouais. Parfois, il culpabilise, c'est-à-dire que quand on revient sur les moments avec ses violences avec ses compagnes,
Quand il était au lycée, il s'est excusé auprès de la mère de sa compagne. Il m'a dit qu'il avait écrit un mail plus tard, parce qu'il a consulté à ce moment-là, parce qu'il sentait qu'il dérapait et qu'il avait un comportement qui n'était pas normal. Quand il a crevé les pneus de cette compagne-là, il dit, elle m'a pris pour un con. Et donc ça l'a tellement énervé qu'il en a crevé ses pneus. Bon, il lui a remboursé ses pneus. Euh, euh, mais il n'a pas de regret. Hein. Alors, c'est paradoxal, il peut culpabiliser par moment, mais il n'a pas de regret. Il ne regrette pas son geste. Si on regarde au niveau des processus internes, il a pas mal de jugements négatifs sur lui. Où il va dire je fais de la merde, je suis un cas, j'avais un caractère de con, je suis un mauvais patient. Et il a quand même besoin de comprendre. On va pas être sur un modèle anxieux qui se fait des films pourris. Ça pourrait être un peu plus sur un mode un peu obsessionnel, mais de l'ordre du fantasme. Ah, de toute façon, il se fait pas des films pourris, il les regarde, les films Ah oui, pourris. il regarde, oui. On n'est pas du côté de l'imaginaire, Non. on est du côté et de la monstration et du visionnage en direct, la confrontation à l'expérience violente. Mm. Il passe à Et, l'acte. et je me suis demandé s'il y a un moment dans la façon, alors jusque-là, il avait pas eu cette expérience avec ses chiens, mais est-ce qu'il avait eu un plaisir de, je sais pas si moi d'extérieur, ça s'est vu que j'étais choquée et mal d'entendre ce qu'il me racontait. Voilà, et après coup, je me suis dit, mais est-ce que là, je suis dans sa boucle et je sais Oui, pas. Je mais sais pas. est-ce qu'après, il a poursuivi, même si c'était horrible pour toi, insoutenable? Est-ce que lui a continué à te donner des détails, ou à un moment il s'est arrêté? Non, bah, à un moment, il s'est arrêté et après, puisqu'il parlait de ces choses violentes, après, il a embrayé sur tout ce qu'il regardait au niveau pornographique, puisqu'il regarde du snuff movie, voilà, des choses avec de la violence. Et ok, et tandis qu'il t'a dit ça, après il a arrêté, il s'est interrogé. Qu'est-ce qu'il te dit de ces pratiques, Ben, de ces pratiques? lui, il a peur hein, parce que ça prend beaucoup de place dans sa vie, ça monte crescendo. À la fin de cette séance, moi, je lui ai dit que je n'étais pas compétente pour l'accompagner et que peut-être qu'il fallait qu'il consulte. Enfin, je lui conseillais vivement de peut-être consulter ou un psychiatre ou un sexothérapeute qui allait être spécialisé pour l'aider. Donc, il a entendu. Pour lui, il me disait, ça va pas être facile voilà, de redire, de répéter ce que j'ai dit, puisque là, il a fallu quand même 5-6 séances. Bon, il y a une bonne alliance. Hein, il n'a pas beaucoup de moyens, mais il se fait sa séance une fois par mois. Et il a été à l'écoute. Il a rencontré un psychiatre qui lui a proposé donc un bilan sanguin, un bilan cardiaque, parce qu'il lui proposait un thymorégulateur du Dépacote. Hein. Mais il n'a pas pris le traitement parce qu'il a une amie pharmacienne. C'était quand même costaud. Et le psychiatre faisait l'hypothèse qu'il était borderline. Ok. Voilà.
Au niveau des, si je reviens sur mon index de computation, au niveau des sensations, ben, il peut se crisper, il la sent vraiment, hein, la violence, il a envie de frapper, c'est dans les poings, il est plombé par le travail, il va mettre des mots quand même au niveau sensation, hein. Et d'ailleurs, depuis quelque temps, il s'est mis à courir. Il faisait pas du tout de sport, mais il se met à courir pour aller se défouler et ça lui fait du bien. Il a, puisqu'il est dans ce projet, parce qu'au niveau professionnel, ah si, au niveau, c'est peut-être un peu décousu, mais au niveau professionnel, il est délégué du personnel. Donc, il va à la fois maîtriser un peu droit du travail et à la fois défendre les intérêts des salariés. Mais il a une certaine maîtrise du coup et un peu protégé. Il est syndicalisé, un peu protégé par rapport au patron. Et là, je crois il a négocié sa rupture conventionnelle, mais il va finir tranquillement son activité. C'est négocié pour qu'il soit libéré fin d'année. Donc, il va tenir encore quelques mois. Il n'est pas parti comme ça sur un coup de tête. Et donc, son projet d'éducateur canin, c'est peut-être pas maître chien, il y a les deux, mais il commence par éducateur canin et il a rencontré quelqu'un qui l'a pris sous son aile, quelqu'un d'un certain âge qui fait comme elle s'occuperait d'un petit-fils. Et toutes les semaines, il va apprendre le métier à ses côtés. Et ça se passe super bien. La personne lui confie ses chiens, voilà, et il est très content avec ça. Ok. Alors, si je reprends les 4 R, donc rapport de soi, rapport à soi, ça, il est qui il est, il a une bonne conscience de lui, de ses qualités et de ses perversions, on va dire. Si je prends le rapport à l'autre, il y a quand même cette dualité, il y a quand même ce rapport de domination à l'autre et aussi dans la sexualité. Donc, Euh, domination, soumission. oui. Il a Ok. peu d'amis. Socialement, il a très peu d'amis. Ok. Et il s'est coupé de toute sa famille, c'est-à-dire qu'il parle plus à personne. Il a un petit lien encore avec son père, mais son père va se remarier et veut pas que sa compagne vienne. Donc du coup, ça a créé. C'était le dernier lien un peu familial et ça crée des tensions. Il parle plus à son frère. Il était assez proche de sa sœur qui avait un côté un peu protectrice. Il lui parle plus non plus et il a dû se prendre la tête avec sa mère. Donc ces derniers temps, il a donc peu d'amis et il a coupé tout lien avec sa famille. Ok. Euh, rapport au monde, il y a quand même quelque chose qui tourne autour de la loi, bon, notamment d'être syndiqué, il y avait le côté gendarme. Je sais même pas s'il m'a parlé de la réserve. Je sais même pas. Enfin, je sais pas s'il est réserviste encore, mais et à la fois, il a une dimension sociale, il a envie d'aider, il aimerait former des chiens pour aveugles, il aimerait aussi éduquer des chiens pour des enfants malades, où on va mettre à disposition voilà, des chiens dans des structures, etc. Donc il a vraiment toujours cette dualité.
Et puis, le rapport à plus grand que soi, alors il y a pas de religion, il va s'intéresser, il aime lire, hein. Et il aime lire et il aime écrire. Oui, par exemple, il était en train de lire les quatre accords Toltec. Bon, on lui a fait croire aux esprits, donc il a intégré un plus grand que soi dans ce sens-là. Et il m'a évoqué à un moment, il a dû voir une voyante ou une cartomancienne, ou parfois, voilà, il va se diriger vers des consultations un peu plus ésotériques. Pour savoir quoi? Pour savoir quoi? Bah, dans son orientation, sur ses choix professionnels, son avenir. Et du coup, alors au niveau des hypothèses, je sais pas si il y a, j'ai vu, je vois pas bien les questions. Est-ce qu'on sait l'explication consciente ou inconsciente? Par Euh, rapport à la violence du frère. du frère, bah, un frère jaloux. Lui, il décrit ça comme ça. Ah si, élément important, son frère est militaire et il a été diagnostiqué Ok. pervers narcissique par l'armée. Il est pervers narcissique à cause de l'armée? Non, ça a été diagnostiqué par l'armée. C'est l'armée qui a posé ce diagnostic, c'est ce qu'il m'a dit, hein. Et le frère était à l'armée, c'est ça? Le frère est militaire. D'accord. Le frère est addict aux jeux type casino, aux jeux d'argent. Et la sœur est dépensière compulsive. Voilà, parce qu'à un moment, on a abordé les addictions et il m'a donné ces éléments sur la famille. Et bon, sa mère, elle a eu un épisode alcoolique. Mais Ok. il parle assez peu de sa famille en général. Ok, donc ta question, elle est à quel endroit? Comment on Alors, pourrait la résumer maintenant? ma question, elle est au niveau. Ben, moi, j'ai fait des hypothèses du coup de diagnostic, hein, parce que il y a des éléments qui peuvent pencher sur une perversion dans le domaine sexuel, hein, avec une forme de domination-soumission. Oui. Et à la fois, c'est quelqu'un qui peut qui peut culpabiliser. Et à la, bon, mais ça fait peut-être partie de la dualité de la perversion, hein. Après, je ne sais pas si on peut parler d'une addiction au porno ou en tout cas à la violence. Ça, addiction, mais en tout cas, ça fait partie de son profil. Et je pose moins l'hypothèse d'un névrosé, même si on pourrait. Mais avec des fantasmes qui va vivre et qui vont l'occuper énormément. Donc, ça a coupé un petit peu là par rapport à ton réseau, mais donc tu disais la perversion, des pistes sur la perversion, des pistes sur les addictions, et moins le côté névrotique, Ou plus obsessionnel, ou si ou ça va c'était... être des obsessions de fantasmes sexuels. Ouais, ok. Donc, déjà par rapport à ça, par rapport à, au côté obsessionnel, chez l'obsessionnel, on aurait des idées, des obsessions et des compulsions, si c'est un trouble obsessionnel compulsif. Donc on a ces idées récurrentes qui viennent, qui s'imposent à la pensée de la personne, mais on va avoir des idées avec quelque chose de d'un peu arbitraire,
du fait qu'il y ait aussi du magique derrière, quelque chose qui tient pas. Ça veut dire si je fais ça, si je, je mets le gaz, si je contrôle le gaz plusieurs fois, à ce moment-là, il n'y aura pas d'accident, j'aurai pas de danger. On n'est pas là-dedans. Il y a obsessionnel dans le sens, il y a une obligation, une compulsion à voir de l'horreur, à répéter le visionnage de l'horreur, le visionnage du porno. Donc, en sens, ça ne fait pas penser au névrosé par rapport à ça. Maintenant, il y a la question de la perversion, de l'addiction, et puis il y a une autre hypothèse. La question de l'addiction, ça voudrait dire qu'il ne peut pas s'empêcher de voir du porno ou de voir de la violence parce que de voir du porno, quel qu'il soit, serait un moyen de réguler ses tensions internes. C'est-à-dire dans des moments où il se sent trop vide, il faudrait s'exciter de façon répétée. Il ne pourrait pas s'empêcher de s'exciter en visionnant du porno ou en visionnant de l'horreur, parce que ce serait comme un dopage. À ce moment-là, ça ferait penser à de l'addiction high. Ça veut dire il prendrait beaucoup, comme de la coke ou comme de l'héroïne, il prendrait beaucoup de substances, images porno, images violentes, donc dans le snuff, les snuff movies. Et en prenant ça, ça l'augmenterait, ça le doperait et il se sentirait apaisé par cela. C'est moins ça qui est raconté là. Ça veut dire qu'à des moments, il est contraint de voir et il voit. Peut-être qu'à un moment, ça l'apaise. Peut-être qu'à un moment, il y a des pratiques masturbatoires, il va y avoir un soulagement. Peut-être qu'à force de voir, il en est épuisé par cette surcharge d'images et qu'il est apaisé, qu'il est calmé. Mais dans ce que tu as évoqué, il décrit pas que quand il se retrouve dans un moment où il s'ennuie, dans un moment où il y a de la lenteur, dans un moment où il y a de l'immobilité, ça l'angoisse de manière archaïque et à ce moment-là, il a besoin de prendre pour se sentir stimulé. C'est au-delà. Là, il y a un visionnage compulsif ben, jusqu'à l'effondrement, jusqu'au dégoût, jusqu'à l'horreur. Oui, et à la fois ces tensions, ces journées de tension au travail, quand il rentre du travail, eh ben, il va visionner de façon un peu compulsive son porno. Oui. Et, Et et, et ça, peut-être que c'est une forme d'apaisement à un moment donné. oui, mais c'est de l'apaisement. Pourquoi? C'est ça qu'il faut regarder. Ça veut dire, est-ce que c'est trop calme quand il est chez lui et comme il y a trop de lenteur, il a besoin de sentir de la stimulation pour se sentir plus vivant? Est-ce qu'il y a trop de tension et il prend cette substance qui est le porno, qui est des images violentes et ça le calme? Mais là, on est au-delà de ça. On est au-delà de ça. Ça veut dire qu'on est dans des situations où il est obligé de visionner, et à un moment, ça s'arrête l'horreur par la banalisation d'images d'horreur. Donc ça nous laisse un peu de côté la piste des addictions. Après, on pourrait avoir la piste de la perversion. La piste de la perversion, en effet, elle est peut-être là quand il a besoin de faire du BDSM, il fait du bondage, il ligote ses compagnes, il fouette ses compagnes, il étrangle ses compagnes, donc la strangulation. Mais on voit que là encore, il est terrorisé. C'est pas de la jouissance dans le fait que je domine l'autre et quand je fais ça, je suis plus en danger, mise en danger par l'autre puisque c'est moi qui contrôle. On voit bien qu'à ce moment-là, d'abord il y a de la culpabilité. Tu nous décris de la culpabilité. Et de la Tu peur. nous décris qu'il va rendre de la peur de tuer, d'arriver Oui. à tuer.
tu décris de la culpabilité avec des pratiques de réparation, comme s'il voulait s'excuser de l'acte qu'il avait commis. Donc, ça glisse pas sur lui. Il n'est pas dans cet endroit, la loi l'affecte. Et dans l'ensemble de sa vie, la loi l'affecte. Parce que il va du côté de la gendarmerie et le côté militaire. Il va du côté de maître chien parce que ça va permettre, c'est au service de l'extérieur des dealers par rapport aux dealers, par rapport aux mises en danger de la population, etc. Il veut faire respecter la loi, il veut faire que la loi, elle agisse. D'accord? Donc, là encore, la piste de la perversion, on pourrait dire qu'il y a des pratiques perverses, ça, il n'y a pas de souci. Il y a des pratiques paraphiles, parce que le bondage, mais il décrit pas le bondage comme la seule occasion de se protéger narcissiquement et d'obtenir du plaisir sexuel en ligotant les femmes. C'est parce que je vais ligoter les femmes et qu'elle est soumise qu'à ce moment-là, j'aurai une pratique sexuelle ou masturbatoire. Elle souffrira, mais plus elle souffre, plus je me sens puissant. Et en ce sens, c'est mon moyen de jouir en soumettant l'autre et en répétant toujours le même rituel. Là, il est pris dans une boucle où il y a on voit bien la pulsion scopique, il y a ce voir, il doit répéter, 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 répéter ce voir. Et s'il y en a un qui est humilié, il me semble que c'est plus lui que l'autre. C'est-à-dire, il s'inflige avec le visionnage de films d'horreur et de films porno et de films pédophiles, de films euh, de meurtre, etc. Il s'inflige à lui-même cette violence, il répète la violence. Et en ce sens, ça ouvre peut-être sur une troisième piste, c'est la répétition traumatique, la jouissance traumatique. Ça veut dire que l'histoire infantile avec le trauma, le porno à 7-8 ans qui arrive et qui dépasse ses capacités, le fait qu'il y ait la mère alcoolisée qui contient pas, il voit sûrement des signes, des scènes d'horreur à ce moment-là encore. Le fait que cette mère, c'est très particulier, cette mère a un autre mari, un autre amant, et donc elle part et elle dit au fils, je te prends que toi, mais pas les autres. Donc c'est très particulier, là encore, comme geste. Et là, il reste avec ses frères et sœurs, mais quand il ira voir sa mère, il y aura le frère d'abord qui a commencé à ce moment-là la violence sur lui, physique, et il y a le beau-père qui s'allie avec le frère pour le forcer à voir des scènes violentes, pour le terroriser, pour le harceler constamment. Et donc, il est reconfronté encore à de la maltraitance. Donc, la maltraitance, elle est là présente dans toute son histoire. On a de la maltraitance. Et en ce sens, il me semble qu'on est plutôt dans du trauma complexe, dans de la répétition d'expériences traumatiques, et il renverse l'expérience dans l'autre sens pour la maîtriser. Ça veut dire il se l'inflige. Mais quand il se l'inflige, à des moments, ça le dépasse, il est traumatisé, à des moments, ça le dépasse, il ne peut plus contrôler parce que ces barrières de limitation, elles ont été dépassées. Et tu nous dis aussi que quand il te parle de la violence, des scènes de violence à l'égard du chien, tu vois, c'est pas quelque chose, je vais mutiler, je vais faire mal à des chiens parce que je vais les soumettre, etc., et les mettre à l'assise, les dominer, leur casser les pattes et tout ça. C'est qu'à un moment, le chien lui manque de respect. Et là, alors par contre, il est incontrôlable. Il est pris dans une fureur et il est hors de lui. Et à ce moment-là, il détruit tout. Il te témoigne de ça sans filtre. Donc sans, tu vois, sans chercher chez toi la terreur ou la fascination. Il se rend compte de ce qu'il fait et à ce moment-là, il fait des liens avec son histoire, avec son enfance, il fait des ponts
mais il dit pas, il prend pas plaisir de t'avoir raconté ces horreurs-là et d'en rajouter. Il te présente pas des films d'horreur. Il se montre à nu par rapport à la violence qui le submerge. En ce sens, ça fait fortement penser au trauma et à la répétition du trauma pour tenter de maîtriser les expériences traumatiques infantiles, mais il est dépassé, il est submergé par ça. Après, il y a un autre souci, c'est que il a commis des gestes qui devaient être réprimés, et là, la loi n'est pas tombée puisqu'on lui a dit, vous avez crevé les pneus, ou vous accédez à une procédure disciplinaire, vous serez sanctionné, mais vous resterez là, ou alors vous partez, on n'en parle plus. Et là, la loi, elle n'est pas tombée. Et là, normalement, la loi aurait dû dire, monsieur, vous avez fait quelque chose qui ne se fait pas, vous êtes sanctionné, mais on vous garde. Et, et là, il continue ses expériences, et en continuant ses expériences, il s'approche de l'illégalité. Et là, on peut entendre un appel à la loi, mais un appel à la loi par rapport à la maltraitance qu'il a vécue pendant toute son histoire, et un moyen d'être stoppé. Parce que la diffusion de snuff movie est interdite par la loi, c'est illégal dans différents pays et en particulier en France. C'est illégal de diffuser, d'enregistrer, de stocker des images, de visionner, c'est mis en limite. Mais ce qui est sûr, c'est que si la personne, elle répète, alors normalement la loi, elle doit tomber. Et on peut se dire, il y a un appel à la loi, là. Il demande que la loi tombe, parce que si la loi, elle tombe par rapport à ces pratiques, ça veut dire que la loi, elle tombera par rapport aux pratiques précédentes. C'est un moyen de sauver aussi sa peau en faisant ça. Ce qui pose vraiment la question de la loi et de ce qu'on peut accepter en tant que praticien, jusqu'où on peut, dans la mesure où il te dit des choses comme ça, jusqu'où c'est possible d'entendre ce qu'il dit sans poser la loi. Il y a une nécessité de ramener à la loi et lui dire maintenant, monsieur, là, vous rentrez dans l'espace de l'illégalité, et ça veut dire qu'il y a une nécessité pour vous d'être soigné, mais en même temps, ça veut dire que ce que vous faites est interdit, vous êtes en limite et ça devient interdit par la loi. Donc il y a les deux côtés qui doivent être posés. Mais par contre, je continuerai à vous accompagner. Hein. Et que le visionnage, tu vois, de films nécrophiles, pédophiles et tout ça, c'est interdit. On est dans une limite et là, ça devient interdit par la loi. Donc ça veut dire que ça, il faut le poser. C'est une nécessité, si ça poursuit, qui est un signalement qui soit posé, que quelque chose soit nommé pour enfin l'interrompre. Là où l'armée, elle n'a pas dit stop à ce moment-là, elle lui a proposé de choisir. Hein. Donc il y a une attente de stop. Hein. Stana nous dit attente de stop. Oui, moi je pense qu'il y a une attente de stop. Et ce serait l'apaiser sans le lâcher, mais ce serait l'apaiser que de lui dire c'est interdit. Et par rapport à cette interdiction, à ce moment-là, il y a une nécessité de prise en charge. On peut la poursuivre nous. Et en même temps, si vos actes sont illégaux, moi, je serai obligé d'en référer à la justice parce que c'est un moyen aussi de vous protéger et de protéger les populations qui sont mises en danger. Alors ça, je l'ai évoqué avec lui, hein, le rappel à la loi, l'interdiction. Il sait puisqu'il va sur le DAC Ouais. pour trouver des informations et il a une part de lui qui sait que c'est illégal et que c'est horrible. Maintenant, effectivement, lui, il ne, à part les strangulations et le BDSM, il n'a pas de pratique. J'ai posé la question. Hein. Bien sûr. Nécrophile, pédophile, voilà, il est dans le visionnage. Mais je lui ai dit que sinon, c'est quelque chose que je dénonçais, enfin que je pouvais dénoncer. Bien sûr. Parce qu'on sort du cadre légal. Hein. C'est ça. C'est ça. Et donc, par rapport à cette situation,
Les éléments addicts, moi, je les entends moins parce que il n'y a pas de confusion dans le lien. Tu n'as pas évoqué de confusion dans le lien avec toi. Tu n'as pas évoqué une relation symbiotique avec toi. Euh, donc, l'addiction, pour moi, on parle d'addiction comme structure. Donc, il n'y a pas une structure addict. Le fait de ne pas pouvoir s'empêcher, c'est un addict. Mais s'il y a une addiction, mais c'est pas une addiction parce que l'addiction, pour moi, c'est une structure. Donc là, on n'est pas dans une structure addict parce que le rapport à l'autre, le rapport au monde, le rapport à soi aurait des caractéristiques qui ne sont pas celles qu'on entend dans le discours, dans le récit que Delphine nous amène. Et elle a pris suffisamment le temps de regarder les différents critères et elle nous donne pas des choses dans ce sens-là. La perversion non plus, on n'est pas dans une problématique narcissique avec de faire que l'autre devienne un objet et je répète ça parce que c'est ma jouissance. Il y a une obligation de répéter et de revisionner l'image traumatique. C'est comme une reviviscence qui s'impose et en sens, ça fait penser à du trauma et du trauma complexe parce que ça désorganise toute sa personnalité, toute sa capacité de jugement, de positionnement adéquat au niveau de la relation. Ça désorganise tout ça. Et, et en ce sens, il essaye de chercher à reprendre la main et à remettre du sens et à redevenir acteur par rapport à l'histoire, à son histoire pluritraumatique. Alors, oui, ça c'est important et c'est ce qui s'est révélé dans les 2 dernières séances où je suis allée sur une séance, j'ai vraiment questionné sur l'horreur dans sa vie et c'est là où on a ouvert traumatique où il m'a dit bah non moi j'ai pas eu de trauma dans l'enfance et en fait c'est là où j'ai pu récupérer à un moment donné des éléments multiples qui m'ont fait penser au trauma complexe mais sont pas des éléments sur lesquels il s'était arrêté ou qui au départ hein, c'était même pas ou à peine évoqué. C'est en ouvrant certains tiroirs là que ça a commencé à effectivement émerger de ce qu'il a vécu dans l'enfance à de nombreuses reprises. Bien sûr, et c'est pour ça que dans la situation où tu en es, il y a une nécessité qui est un regard, un autre regard qui soit le regard d'un médecin psychiatre qui va poser le diagnostic, qui fera l'évaluation, qui pourra demander qu'il y ait une prise en charge particulière et toi un complément dans l'accompagnement, maintenir l'alliance et le lien parce qu'il ose se mettre à nu et dévoiler toute la terreur de son histoire, ce qu'il a vécu et ce qu'il met en acte, ce qu'il passe à l'acte, là, régulièrement, ce qu'il répète de façon compulsive et dans une jouissance qui est destructrice, autodestructrice aussi. Et, et donc, s'il y a un diagnostic psychiatrique, parce que borderline, ça dit des éléments de personnalité, mais ça veut dire que ça ne nous suffit pas. Il faut qu'il y ait un médecin psychiatre qui, lui, valide l'hypothèse de est-ce qu'on est dans la perversion, est-ce qu'on est dans l'addiction, est-ce qu'on est dans le trauma. Oui. Et ça, tu as besoin de ça pour continuer, parce que si on est du côté de la perversion, alors il y a nécessité d'un appel à la loi, mais dès maintenant, même s'il est en limite, et que c'est pas lui qui diffuse les films, il monte pas des films, il n'a pas des pratiques pédophiles, il y a quand même une nécessité de poser la loi à cet endroit. Et si c'est du trauma, alors il y a une nécessité de prise en charge du trauma. Là maintenant. Mm. Il faut ce diagnostic, c'est une nécessité. Donc ça veut dire qu'il faut lui expliquer que la prise en charge, tu ne la lâches pas, mais là, il y a besoin qu'un médecin psychiatre l'accompagne. Il y a un traitement qui est donné Ben, il lui a ou prescrit, pas? après la première séance où il lui a prescrit des analyses de sang, un bilan cardiaque, il lui a prescrit du Dépacote.
Ok, C'est un thymorégulateur, voilà, plus. Moi, j'ai des patients, mais plutôt maniaco-dépressifs qui sont sous des pacotes. oui. Et, Et, et donc, et donc, bah, pour le moment, il n'a pas pris son traitement, il n'a pas trop accroché avec le psychiatre, et donc je crois qu'il a retrouvé quelqu'un d'autre, mais il ne va pas le voir tout de suite, tout de suite. ok, Donc, il faudrait pousser à ce qu'il le voit, à ce qu'il le revoie rapidement pour que tu puisses continuer le travail. Et puis, euh, que toi, tu continues à observer ce qui se passe dans la clinique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est, tu vois aussi une différence, c'est que toi, tu le perçois calme et tranquille pendant la séance. Tu oui, le perçois, toujours. tu n'es pas terrorisé, tu n'es pas subjugué ou effrayé pendant la séance. Donc ça te dit, tu n'es pas mal à l'aise, tu n'as pas, j'imagine que l'écoute de scènes d'horreur avec le chien, avec la strangulation, tout ça, bah, ça doit pas être un grand moment de plaisir chez toi, ou tu nous l'as pas dit encore, mais c'est pas vers ça que ça renvoie. Et, et donc, ça laisse, toi, tu le perçois beaucoup plus comme quelqu'un qui est calme, qui est tranquille, mais qui à des moments peut exploser. Exploser, Et, sans limite. et ça fait pas penser à du pervers. Chez le pervers, tu aurais décrit quelque chose beaucoup plus comme quand même une toile de fond d'insécurité, un sentiment de malaise, du dégoût, tu te serais senti souillé, sali. Voilà. Les femmes, il les asservit pas. Il est en colère. Il peut avoir des excès de colère contre les femmes. Mais Je ne sens temps, pas respectée. en même temps, sa mère, elle était dépassée par rapport à la situation. Elle l'a pas protégée par Mm. rapport à, par rapport à la violence du beau-père et du frère. Euh, donc, on entend que le tableau clinique chez cette personne est marqué par la haine, mais la haine à l'égard de l'autre et la haine qui retourne contre lui. Et on pourrait penser, mon hypothèse au moins, c'est que tout ce visionnage et toutes ces pratiques ne sont que des moyens de s'attaquer lui et de retourner la violence contre lui, parce que contre l'extérieur, c'est pas possible, mais au moins c'est le seul endroit où il a du contrôle. C'est que il se violente lui, alors il devient maître, mais maître de lui. Et il essaye d'être maître des chiens, maître de la loi, Mm. mais ça marche pas parce qu'il faut que la loi elle vienne comme tiers, elle vienne tiercer, donc il faut une loi externe qui va protéger. Mm. Là, vraiment on est dans une situation où la loi elle est importante, donc médecin psychiatre, diagnostic, être être attentif s'il raconte des pratiques illégales, alors là il n'y a pas à attendre. Il faut faire un signalement et tu dois écrire au procureur et tu dois annoncer en lui disant qu'il faudrait continuer. Mais, mais ça veut dire que pour continuer cet accompagnement, toi, il faut que tu aies du soutien par d'autres. Là, parce que la situation est majeure, que dans une institution, ce serait beaucoup plus facile qu'en libéral et, et qui peut mettre en danger d'autres à des moments. Dans un accès de violence, bah, il peut tuer quelqu'un. On a Mm. des histoires Bien où des sûr. personnes prises dans la violence ont tué et ont tué d'autres. Et, et où en même temps, il ne faut pas que toi, tu te sois constamment mis mal à l'aise, il faut que tu puisses être libre d'intervention. C'est pour ça qu'il te faut un soutien d'un professionnel Un à professionnel, côté. ah oui, c'est tout à fait. Parce que là, je suis isolée dans mon accompagnement. Voilà, il faut que je trouve un psychiatre et pouvoir échanger. Il retourne, on entend hein, cette violence, on entend et la culpabilité et, et l'effroi quand il réalise certains actes, même s'il peut dire c'est normal de faire ça parce que on m'a manqué de respect, ça veut dire on l'a mis en danger, il s'est senti en danger, il s'est senti irrespecté, mais ça a été le cas avec mon père, ça a été le cas dans l'enfance, etc. Mais la violence est retournée contre lui, il s'arrache les poils, il s'arrache les ongles,
et il se fait visionner de l'horreur, de l'horreur, de l'horreur. Il retourne la haine contre lui. Il pourrait passer à l'acte et se détruire lui encore en plus, hein. Et une prise en charge en libéral, c'est lourd. Il faut que tu aies au moins le soutien d'un médecin psychiatre et le diagnostic d'un médecin psychiatre. C'est nécessaire dans cette situation pour pouvoir continuer et peut-être en complément avec une institution. Et ce qui te permettrait de maintenir le lien, c'est important pour lui qu'il y ait un lien qui soit maintenu, s'il se sent en sécurité, il se sent bien avec toi. Et en plus, tu peux écouter ce récit. Tu l'as pas rejeté puisqu'il a continué à te dire ses horreurs, donc il sait qu'il peut te nommer ça. Donc c'est important, mais en même temps, tu peux pas être seul, isolé. Tu dois être tenu et il faut qu'il y ait la loi qui vienne. C'est fondamental. Et donc la loi, elle va passer par le médecin psychiatre dans un Oui, premier sauf temps. s'il te raconte, sauf s'il te... Oui, je pense que c'est ça, Oui. parce que tu rends plus un diagnostic et il faut que tu te mettes en lien avec le médecin psychiatre, tu le pousses à aller consulter rapidement et, et ensuite d'être en contact avec ce médecin psychiatre. Par contre, s'il te raconte des choses qui sont hors la loi, il Oui, fait pas, bien ça sûr. fait partie de ton rôle de psychologue et quel que soit le rôle même de professionnel, ou d'individu dans le social, ça fait partie de la loi que de signaler si on pense qu'il y a mise en danger d'autrui. Oui, oui, bien sûr. Et Merci puis, moi, Delphine pour ce Merci. cas. Merci. C'est Merci pour cet c'est éclairage. intéressant parce on n'a pas tous les moments des cas de cette ampleur-là et heureusement parce que c'est lourd dans la pratique pour accompagner des patients qui ont des pratiques violentes sur eux-mêmes. C'est vrai que c'est dur et ça affecte et voilà, et c'est très bousculant, mais en même temps, c'est des personnes en grande souffrance et donc elles ont le droit aussi à un accompagnement et il est demandeur de cet accompagnement et il semble pas, mais c'est pour ça qu'il faut le diagnostic, il ne semble pas dans un jeu de domination soumission qui répéterait avec toi. Euh, donc, en ce sens, il faut pouvoir l'accompagner. Et s'il trouve un espace avec une bonne alliance chez toi, alors c'est que tu es la personne pour. C'est OK pour toi? Oui, super. Merci Ben, pour cet éclairage. merci beaucoup à toi. Merci à vous pour votre présence, vos commentaires, et puis au plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à partager la chaîne YouTube parce que vous savez que sur la chaîne YouTube vous retrouvez des replays de ces supervisions. Vous retrouvez aussi des vidéos plus ou moins courtes sur YouTube par rapport à des questions autour de la psychopatho, de la prise en charge. Donc, partagez à tous les collègues, les professionnels qui pourraient être intéressés par le sujet, pour qui il vous semble que c'est utile. Faites ce partage-là et pareil pour la chaîne Instagram. Et puis, au plaisir de vous retrouver, voilà, dans une quinzaine de jours pour euh, pour la suite avec un autre épisode, un autre professionnel, un autre intervenant. Si vous avez envie de présenter des cas cliniques, bah, écrivez-moi en message privé et puis comme ça on met en place, comme Delphine l'a fait, on met en place la présentation d'un cas clinique ou d'une question. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Merci. Belle soirée. Merci Delphine. Au revoir. Au revoir tout le monde.